Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Ne zappez pas, vous êtes au bon endroit, il est 18h tout pile. Et ce soir, au programme, nous recevrons les instigateurs du projet Plastilac qui vise à mieux se rendre compte de la pollution dans les lacs d'altitude de nos montagnes. Nous retrouverons ensuite Julie Bagnard pour sa désormais traditionnelle chronique bien-être. Enfin, nous accueillerons Claire Gadroy, la fondatrice du premier réseau social professionnel de Haute-Savoie, le réseau des fondus. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais avant cela, on commence avec les titres de l'actu. Et ce soir encore, c'est Fanette qui s'y colle. Bonsoir. Tu m'as fait rire, bonjour, avec le lac d'altitude de montagne. Oui, il y a de la montagne qui n'est pas en altitude. Très bien. Allez, mettons, si tu veux. Ce soir, on va parler de travaux d'aéroport. On change de sujet. Oui, parce qu'il ne t'aura pas échappé que les Anglais sont en train de sortir de l'Union européenne. Voilà, en tout cas, c'est en discussion. Et donc, il y a des conséquences très concrètes. À l'aéroport de Chambéry, ils sont en train de faire des travaux pour fluidifier les flux de passagers et de marchandises, puisque les contrôles douaniers vont être de retour. Donc, c'est Clémence Roaldès qui fera un petit point sur ce chantier. On a hâte de voir ça. Et puis, un deuxième épisode de notre série de la semaine. Voilà, qui nous emmène dans les salines et mines de sel du côté de Baie, c'est dans le canton de Vaud. Donc là, ce deuxième épisode, c'est la production de la fleur de sel, qui est joliment surnommée la fleur des Alpes. Et donc c'est un très beau reportage de Jean-Paul Crespi. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup Fanette, je te laisse finir de te préparer. Et j'accueille tout de suite nos premiers invités. Monsieur Frédéric Gillet et Jean-Baptiste Bosson sont sur ce plateau. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors vous êtes tous les deux coordinateurs scientifiques dans le projet Plastilac. On va y revenir dans quelques minutes. Concrètement, déjà, le constat, il est fait depuis plusieurs années. Les lacs de montagne ne sont pas exempts de microparticules, de micropolluants. Et c'est ce que vous avez voulu montrer par cette étude, par ce projet Plastilac. Il est né comment, Frédéric ? Alors, ce projet est né de projets antérieurs qui ont été réalisés dans le Grand Nord, au Groenland, au Spitzberg. On a l'habitude de travailler là-bas depuis 3 ou 4 ans. Et avec les chercheurs, on voulait mieux comprendre les mécanismes de transfert et d'accumulation des particules plastiques, des microplastiques, des zones polluées, en l'occurrence les USA et puis l'Europe, vers les zones non polluées comme le Groenland. Et on a eu envie de faire un projet similaire ici, dans nos pays de Savoie, sur une dimension un peu plus petite, afin de déterminer si oui ou non les lacs d'altitude, éloignés des sources de pollution, sont ou non contaminés par les particules plastiques. Donc c'est vraiment l'origine de ce projet. Et ce projet il a vraiment pour but d'acquérir des données scientifiques sur ces sites éloignés, en l'occurrence le réseau Lac Sentinelle, dont Jean-Baptiste vous parlera juste après. Alors justement, ces lacs de montagne ils sont déjà observés à la loupe depuis de nombreuses années. C'est le réseau Lac Sentinelle qui est géré par le Conservatoire des espaces naturels dans chaque département. Jean-Baptiste, c'est vrai que ces lacs, ils sont un petit peu les exemples, les témoins de notre bonne conduite envers la montagne et envers toutes ces zones d'altitude. En fait, faut un peu les voir comme les glaciers, c'est des super indicateurs des gros changements qui vont se passer sur Terre. En fait, les lacs, ils vont vraiment pouvoir stocker tout ce qui se passe dans l'atmosphère, qui va tomber sur eux, qui va tomber dans le bassin versant, donc tout l'espace autour du lac, et qui va finir et s'accumuler dans le lac. Et donc, en étudiant ces lacs, on arrive vraiment à... C'est pour ça qu'on appelle ce réseau Lac Sentinelle. L'idée, c'est vraiment que ces lacs, c'est des sentinelles des changements, et que si on arrive à étudier l'eau, l'évolution, la composition chimique, des choses comme ça, on va complètement pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau global. On étudiait déjà finalement toutes les données, le pH, la salinité, le biotope de ces lacs d'altitude, mais jusqu'à présent, pas la présence de plastique ? Non, pas du tout. En fait, donc on a un protocole de base qui est mis en œuvre depuis 2015 sur 20 lacs à l'échelle des Alpes, donc du Mercantour jusque la Haute-Savoie. Donc ça, c'est aussi assez unique, hein. C'est un observatoire des lacs d'altitude avec, comme vous dites, la température, l'oxygène, plein de choses. Et puis en parallèle de ça, on essaie de développer des projets de recherche assez novateurs. Et là, c'est en lien avec des équipes de recherche qui viennent nous voir. Et puis là, c'est Frédéric qui a développé ce projet Plastilac, qui est venu nous voir en nous disant, voilà, on cherche, comme il disait, à aller investiguer un peu la haute montagne pour voir si c'est comparable avec les pôles. Et puis on a trouvé le projet génial, on a participé à le monter, on monte en partenariat et voilà, on l'a fait sur 2 lacs du réseau Lac Sentinelle cette année. Alors justement, à la base de ce projet, il y a quand même l'association Aqualti, dont Frédéric, vous êtes le président. C'est une association qui rayonne un peu partout sur la planète. Pourquoi spécialement la problématique des lacs d'altitude ? Alors, il y a beaucoup d'études sur le plastique qui sont réalisées en mer, assez peu qui sont réalisées en eau douce, et quasiment aucune qui avait été réalisée en montagne, d'où l'intérêt de ce projet. Il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que la production plastique a explosé ces dernières années. On a à peu près 10 tonnes de plastique par seconde qui sont produites dans le monde.
Moi, j'ai 40 ans. En 40 ans, la production a été multipliée par 7, à titre d'exemple. Et une partie du plastique est récupérée, enfouie en décharge, incinérée. Une autre partie se retrouve en mer, malheureusement. Et puis une petite partie, la plus petite des parties, les petites particules, peuvent partir dans l'atmosphère et venir se redéposer sur la surface du sol, sur les lacs, etc. etc. Et c'est une des raisons pour laquelle on a été motivé de venir déterminer si sur ces sites isolés, donc éloignés des sources de pollution, on avait des particules ou pas. Donc effectivement, on s'est recentré cette année sur des sites plutôt montagnards, Pays de Savoie, pour voir si on avait effectivement de la pollution sur ces zones éloignées. On le voit sur ces superbes images, justement, vous avez mené des campagnes de tests, d'analyse sur 4 lacs différents aujourd'hui, cette année dans les Alpes. Est-ce qu'on a déjà le début des résultats ? Alors effectivement, on a travaillé sur 4 lacs, donc en Pays de Savoie, sur le lac d'Anterne et sur le lac de Pormona, qui sont situés dans la réserve de Six-Passy. Les résultats n'ont pas encore été analysés. Par contre, on a travaillé au mois de juin sur le lac de la Muselle, dans le parc national des Écrins, où là, on a effectivement trouvé des particules plastiques. Donc sur un lac complètement éloigné des sources de pollution, des vallées polluées, on a trouvé des particules plastiques à 2000 mètres d'altitude sur un site particulier. Donc voilà, les résultats sont en cours de dépouillement, on aura toutes les informations en fin d'année. Dernière petite question, justement, est-ce que ce constat, il est alarmant de trouver des plastiques à une telle altitude, aussi isolés, comme vous dites? On s'y attendait concrètement ou là, c'est une news Alors, il y avait de fortes suspicions. Il y a de fortes suspicions. Après, voilà, ça doit être conforté par des études complémentaires. Mais on sait que les zones les plus éloignées du globe sont polluées par le plastique. Et c'est vraiment intéressant pour nous, pour la communauté scientifique, par l'Université de Savoie notamment, qui est partenaire avec nous de ce projet, de savoir si dans nos territoires finalement préservés de montagne, on a effectivement des particules plastiques. Jean-Baptiste, au niveau des prochaines années, le réseau Lac Sentinelle, bien sûr, il est amené à se densifier. On va avoir plus de lacs à repérer ou justement, c'est les mêmes lacs qu'on va analyser un peu plus en détail? C'est les deux en même temps. Je pense qu'il y a une expansion à la fois qualitative. Comme là, on teste des choses sur les plastiques, on a testé différentes choses, puis on va continuer à tester à l'avenir. Et en parallèle de ça, on l'étoffe sur le niveau alpin. Là, on a 2 lacs en Maurienne qui ont intégré le réseau cette année sur des nouvelles problématiques aussi de potabilité de l'eau, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant et complémentaire. Et puis, on est en discussion assez avancée avec les lacs des Pyrénées aussi pour vraiment coordonner au niveau national, sous tutelle de l'Agence française de la biodiversité, donc du ministère de l'Environnement, de coordonner vraiment les efforts et puis de partager les données, les protocoles et puis d'améliorer la connaissance. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je vous garde encore 1 minute, puisque vous le savez, maintenant c'est la revue de presse que nous aimons partager avec nos invités. Et on va commencer justement avec les diverses opérations de nettoyage qui avaient lieu ce week-end à l'occasion de la mobilisation The World Cleanup Day. On a fait un reportage sur notre antenne. Et du côté du lac du Bourget, c'est entre autres le CODEP 73, le comité départemental de sport sous-marin de Savoie, qui s'est jeté à l'eau. 36 plongeuses et plongeurs venant de 6 clubs différents se sont relayés pour sortir pneus, canettes, éléments de carrosserie, mobilier ou encore encre de bateau. J'ai l'impression, messieurs, que ce genre de mobilisation aujourd'hui, il a un peu le vent en poupe, ils sont en train de se multiplier. Ça va dans le bon sens, forcément, mais est-ce que concrètement c'est vraiment utile à l'environnement ou est-ce que c'est pas juste finalement la face apparente de l'iceberg? C'est le sens de l'histoire. Voilà. On a connu le plastique dans les années 50, qui est un produit magique. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai problème. À 40% de la production mondiale, c'est du plastique à usage unique. Donc, c'est 10 000 utilisations, c'est 400 ans de durée de vie. Donc, ces actions, elles sont légitimes. Et voilà, on va sortir du plastique avec des mouvements comme ceux-ci, de nettoyage par le citoyen qui prend conscience des méfaits du plastique, par les pouvoirs publics qui peuvent mettre en place une législation un peu plus contraignante, par les industriels qui peuvent faire de l'éco-conception. Donc, ces projets participent pleinement, finalement, dans la sortie à terme du plastique. Jean-Baptiste, le fait d'avoir de telles actions, justement, c'est preuve que les mœurs commencent à évoluer, à changer, ou il y a encore du boulot? Il y a encore du boulot, je pense, mais je pense que pour pratiquer la montagne, on se rend compte qu'il y a heureusement de moins en moins de déchets laissés par les gens. Les gens, ils ont conscience qu'il faut redescendre le plus de choses possible. Mais juste pour avoir été cet été-là sur la voie normale du Mont-Blanc, en 1h30, j'ai rempli un sac plastique de déchets en tout genre. Donc, il y a encore du boulot à faire pour nettoyer les montagnes et les lacs, etc. Donc, tant mieux que les citoyens se mobilisent pour ça. Et c'est le début d'un changement de mentalité, je pense, qui est plus que nécessaire, qui est vital.
On est bien d'accord, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Allez, un petit dernier article pour être totalement complet avec nos confrères du Progrès qui mettent en lumière les effets oubliés du réchauffement climatique, celui-ci donc qui force les océans à se réchauffer et qui va amener de nombreuses espèces aquatiques dites exotiques aujourd'hui au large de nos côtes, c'est-à-dire du thon rouge de retour dans la mer du Nord, l'apparition de balistes ou d'hippocampes au large de l'Angleterre, bref, un changement y compris pour nos assiettes, explique l'article qui donc cite que si le cabillaud et autres sols viennent à se raréfier, pas de souci, il suffira de manger les thons rouges. Ça vous évoque quoi? C'est quelque chose qui est complètement normal. Il y a une modification du système avec le changement climatique actuel et du coup les espèces migrent comme elles ont toujours fait dans l'histoire de la Terre. Là, l'enjeu actuel, c'est plutôt que c'est l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement et de ces migrations. Et pareil, en montagne, en fait, on assiste à aussi des évolutions d'espèces dans les lacs, des remplacements d'espèces de plancton, parce que les espèces qui vivaient dans ces milieux hyper extrêmes, vu que les milieux se réchauffent, on a un remplacement de ces espèces, etc. Donc, même dans les lacs d'altitude, on retrouve ces changements d'espèces. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci. Bon courage pour la suite. Puis toute façon, on aura l'occasion de reparler de vos programmes dans les prochains mois sur notre antenne. Bon courage à tous les deux. Et puis j'accueille tout de suite notre chronique bien-être, Julie Bagnard. Bonjour Manu. Salut Julie. Comment ça va? Ça va, et toi? Plutôt pas mal. Ouais. Hein, on est bien dans ce nouveau plateau très cosy. Tout à fait. Tu le trouves comment? Le canapé est très à l'aise. C'est déjà pas mal. Avec toi, on va parler bien-être justement. Oui. Déjà, pourquoi bien-être? Comment... Alors le bien-être, c'est vrai que ça a le vent en poupe, bien sûr. On peut le dire. Il faut savoir que ça se développe de plus en plus ces dernières années. Bien sûr, on a la médecine classique, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui recherchent autre chose, quelque chose d'un peu plus parallèle, si je puis dire. Et puis, c'est vrai que le bien-être, c'est aussi au quotidien que ça se travaille. Donc voilà, on va essayer ensemble cette année d'apporter quelques clés pour justement être mieux au quotidien. Alors, on va commencer large en enfonçant des portes ouvertes. En quoi ça consiste le bien-être? Parce que maintenant, il y en a tellement pour tous les goûts, pour toutes les formes. Oui, alors, donc justement, quand tu parles des formes, donc il y a des formes touristiques, ça peut être des infrastructures comme les spas, il y a aussi des événements, des pratiques comme le yoga, et puis ça peut être psychologique, il y a aussi des livres. Voilà, donc il y a plein de choses qui se développent autour de ça. Il faut savoir qu'il y a 7 Français sur 10 qui disent vouloir prendre soin d'eux au niveau physique et au niveau mental. Et du coup, quand on lit des articles, on se rend compte que vraiment ce qui est important pour eux, c'est qu'ils se déconnectent. Donc ils se déconnectent au quotidien, mais qu'ils se déconnectent aussi par rapport aux appareils digitaux. Voilà. Ça commence par là. Ça commence par là. Tu citais le yoga tout à l'heure, c'est vraiment une pratique le vent en poupe aujourd'hui qu'on retrouve partout. Oui. Et juste l'évolution de la pratique, c'est déjà une évidence. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que moi je suis prof de yoga sur Annecy, donc on voit qu'il y a beaucoup de profs, on voit qu'il y a beaucoup de pratiquants. Donc sur les chiffres, il y a 35 millions de pratiquants aux États-Unis. Ça a été beaucoup démocratisé aux États-Unis, parce que ça vient d'Inde. Et puis en français, il y a 2,5 millions environ de pratiquants quand même. Et oui. Donc, yoga au sens large, toutes les formes? Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a un petit raccourci qui est fait sur la pratique physique, mais il faut savoir que le yoga aussi, ça passe par des lectures, la philosophie un petit peu, et puis des actions désintéressées. En Inde, par exemple, quand on devient prof de yoga, on est dans des ashrams et on fait du nettoyage gratuitement, on participe vraiment à la vie de l'ashram. Il y a un sens moral qui est profond. Exactement, ouais. C'est vrai. De toute façon, le yoga, c'est vraiment l'union entre le corps et l'esprit. Et puis, c'est les mouvements sur la respiration, c'est très, très important. Voilà, donc c'est une pratique qui a le vent en poupe, effectivement. Cette année, on a pu en retrouver un petit peu de partout. Il y a eu beaucoup d'événements yoga. Oui, du coup, si on fait une petite rétrospective de cet été, sur la Clusaz, il y avait le Yoga Festival. Donc, le Yoga Festival, c'était sur 3 jours. Donc, il y avait un Yogi Market. Donc, on pouvait trouver des exposants. Donc, tu avais des bols chantants, des pierres ou des coussins, enfin tout ce qui était tapis, mais ça permet de découvrir un petit peu ce milieu. Et puis il y avait 516 participants quand même, 10 professeurs et 20 bénévoles. Il faut savoir que c'est un festival où il y a des bénévoles, voilà. Et également donc à Avoria, il y a eu aussi un festival donc, qui lui a regroupé 180 participants. Donc là, il y avait vraiment tout type de yoga, il y avait même de l'acro-yoga qui se pratique à 2, du yoga enfant, il y avait 12 enseignants.
Et puis il y avait Simon Park. Alors Simon Park, c'est un grand yogi américain qui fait beaucoup de choses au niveau Europe, international. Et du coup, il y a déjà une deuxième édition qui est planifiée pour l'été prochain. Ok. Ouais. Bon, on est sorti un peu de la période des festivals. Voilà, il y en a pas mal qui sont sur les bancs de l'école. Oui, on pense à la rentrée. ouais. Pour autant, l'été n'est pas fini dans la tête. S'il y en a qui veulent s'y mettre maintenant, c'est encore possible. Ah, bien sûr. De toute façon, moi, ce que je conseille, c'est qu'il faut tester les cours. Il faut tester les différents profs, les cours de yoga. De toute manière, il y a beaucoup de différents yogas. Donc, tester vraiment les différents profs. Voilà. Et puis sur la rentrée aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un mantra qui revient, qui est la positive body attitude. Donc c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer petit à petit. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est vraiment personnalisé au niveau du coaching. Les gens commencent à comprendre que personne n'est fait pareil, qu'on n'est pas parfait et qu'il faut vraiment s'adapter vraiment à chaque personne. Donc il y a des coachs personnalisés. On voit d'ailleurs, comme sur la photo, des marques en fait qui vraiment font la promotion des différentes formes, des différents shapes, que ce soit pour la femme et aussi pour l'homme, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que les hommes sont je pose la question piège, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre les valeurs du yoga à son origine, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on pouvait voir tout à l'heure, tu parlais de marché yoga, il y a un côté très très mercantile. Est-ce qu'on ne s'est pas très éloigné finalement de la philosophie de base? Effectivement, après, je pense que c'est une bonne chose parce que ça met en lumière une pratique qui est quand même vraiment axée sur le bien-être. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup calmée dans ma vie. Je suis devenue prof de yoga pour ça, pour vraiment apprendre aux autres à se calmer, à prendre du temps pour eux. Donc, bien sûr, de toute manière, quand quelque chose se développe, il y a toujours un business à côté. Donc, il faut prendre un petit peu ce qui nous plaît et puis faire la part des choses. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Alors, si tu le veux bien, tu vas nous donner des petites inspirations aussi. Oui, alors... Voilà. Mes inspirations pour ce mois-ci. Pour ce mois-ci. Donc du coup, il y a Goody Blendy. Donc c'est une jeune fille qui s'appelle Marie, qui fait un blog en fait sur la nutrition. Donc les photos sont vraiment très claires. C'est une jeune fille qui habite sur Annecy et elle travaille autour de recettes qui sont vraiment pour le bien-être et son slogan, c'est « Prenez soin de vous », donc on est totalement dans le thème. Et puis Marie, elle développe des petits guides qui s'appellent Blend It Yourself, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et moi, mon coup de cœur personnellement, c'est une recette qui s'appelle la crufiture. Donc en gros, c'est des abricots mais crus avec du gingembre, donc pour préserver les nutriments, les vitamines, donc il y a moins de sucre. Et du coup, je suis allée voir Marie. Et comme elle sait que vous êtes gourmand à 8 Mont Blanc, elle m'a préparé une petite crufiture pour vous. Ouais. Et du coup, j'ai bien fait d'attendre la fin de la journée. Voilà. Du coup, aussi, bon, comme vous êtes plusieurs, elle vous en a fait un deuxième pot. On va se batailler. Voilà. Du coup, faut le garder au réfrigérateur parce qu'il n'y a pas de conservateur. D'accord. Mangez-le rapidement. Ce sera fait. Voilà. Une autre petite inspiration, si tu veux. Oui, alors une petite inspiration rigolote, c'est de la sauge séchée. Donc c'est un petit peu comme de l'encens. Ok. Je ne sais pas si tu connais ce sens, c'est assez fort. Donc c'est ce que je mets un petit peu avant mes cours de yoga. Alors pour moi, ça sent le foie de veau. À la sauge. Oui, mais je suis gourmand, mais viandard. Du coup, on l'allume un petit peu. À la base, c'est amérindien en fait. C'est fait pour attirer les ondes positives. Voilà. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. Et ensuite, une troisième inspiration, c'est un petit livre que j'ai lu cet été qui s'appelle « Les gens heureux ont toujours un plan B ». Donc la photo, je l'ai prise au lac d'Embrun, bien sûr, pour vous. Et en fait, c'est un petit livre sur le développement personnel. Alors moi, j'aime bien ce livre parce qu'il est concret par rapport à d'autres livres qui sont un peu plus abstraits. Et puis, on peut en lire un petit chapitre tous les soirs, tranquillement. Et justement, je vais aussi vous l'offrir parce que je sais que Camille Copin est très fan de ce livre et qu'elle voulait absolument le lire. Mais vous habituez pas trop parce que je vais pas vous faire des cadeaux tous les mois quand même. Hein. Oh bah allez, c'était une super première, moi. Voilà. On voulait être invité quand même. Je reviendrai, bien sûr. J'en attendais pas moins. Merci beaucoup pour toutes ces petites inspirations. Merci, Mani. Bon courage pour la suite et on attend de te revoir le mois prochain. Eh bien sûr. Pour un peu plus de bien-être, toujours. À bientôt. Puis juste le temps pour nous d'accueillir notre troisième invité, Claire Gadrois, est parmi nous
Bonsoir Claire. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice du réseau Défendu, le premier réseau social des professionnels de Haute-Savoie. Alors, tout simplement, elle est venue comment, l'idée? Aujourd'hui, il y a tellement de réseaux sociaux, on ne va pas tous les citer, mais il y en a quelques-uns. Un de plus, c'était nécessaire ou c'était concrètement, c'est le petit plus qui va aller bien aux professionnels du département? Alors oui, c'est vrai qu'il existe beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui, qu'ils soient personnels, professionnels, sur l'image, etc. Par contre, il n'existait pas encore ici en France de réseau social professionnel à l'échelle d'un département. Et moi, c'est quelque chose que j'ai connu en Suisse romande, parce que j'ai eu une expérience d'une dizaine d'années pour un réseau équivalent qui s'appelle Résonance, qui est le plus grand réseau social professionnel de Suisse romande, qui a 50 000 membres. Et j'avais le rêve de me dire un jour, moi qui suis savoyarde, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer ce type de dispositif ici en Haute-Savoie, où on sait qu'on est une terre d'entrepreneurs, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de savoir-faire à mettre en avant. Et voilà, d'où le réseau Défendu, qui est en fait un réseau social professionnel. Alors on peut nous comparer à LinkedIn, sauf qu'on n'est pas que en ligne, on est surtout dans la rencontre physique. Voilà. Alors justement, j'y venais. Un réseau social, c'est quand même beaucoup de online. Il y a beaucoup de business qui se fait aujourd'hui via le numérique. Mais le côté, alors en langage geek IRL, in real life, le côté vraiment concret, vraie rencontre, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Les gens ont besoin de se rencontrer dans la vraie vie pour que les interactions se passent. Encore une fois, sur LinkedIn, moi la première, j'ai énormément de contacts que je ne vois jamais dans la vraie vie. Donc l'idée avec le réseau Défendu, et puis c'est d'ailleurs une programmation qui va être assez importante, on va organiser une quinzaine d'événements durant la saison 2019-2020. On a designé des formats spécifiques qui permettent à tous les professionnels de se rencontrer selon leurs besoins, parce qu'on sait aussi que si on est un indépendant, un entrepreneur, un commerçant, un artisan, on n'a pas les mêmes besoins. Voilà, et ces événements vont accueillir jusqu'à 2000 participants par an. Donc voilà, c'est des rendez-vous presque qu'on note dans l'agenda et ça devient, on espère, voilà, une habitude, quoi. Récurrent. Récurrent, ouais. Justement, je notais les pique-niques défendus, les soirées défendues, les conférences défendues. Il y a beaucoup d'événements. C'était difficile finalement de créer un élan pour ce réseau social. C'était difficile de le mettre en place ou déjà justement il y a eu l'expérience de la Suisse romande qui a quand même un petit peu drivé. Alors l'expérience bien sûr a beaucoup drivé et puis on ne s'attendait pas du tout à ça, hein. Je dois vous avouer qu'il y a 4 mois, parce que c'est un projet en fait qui est assez récent, il y a 4 mois c'est parti d'une rencontre d'ailleurs et d'une personne qui m'a dit mais ce projet c'est génial, il faut le faire. Et on ne pensait pas que ça allait aussi rapidement fédérer et qu'il y aurait autant de gens par exemple au lancement là tout bientôt où on a plus de 600 personnes qui seront dans la salle. Donc ça a assez rapidement fédéré et puis les rencontres font que les choses se passent presque naturellement, quoi. Voilà, la programmation des événements, c'est aussi des rencontres, c'est des lieux, c'est des gens qui ont joué le jeu, comme la soirée de lancement avec le groupe PVG qui nous a dit voilà, on peut vous accueillir à l'Impérial, enfin voilà, c'est des belles rencontres. Alors vous me tendez la perche, la soirée de lancement justement officielle, ce sera le 9 octobre prochain à l'Impérial à Annecy. On est aux prémices, il reste encore beaucoup de réglages ou maintenant le projet est presque acté, il manque plus que les petits fignolages? Alors ce qui a été un grand challenge pour le réseau Défendu, c'est la plateforme, c'est le réseau social. Parce que c'est ce qui fait la différence du réseau Défendu par rapport à de multiples réseaux qui ne sont que physiques, c'est que c'est un réseau social en ligne avant tout. Et ça a été un sacré challenge que de développer ce réseau social, parce qu'il y a encore peu d'agences qui aujourd'hui ont la capacité de faire ça. On y est arrivé, voilà, donc il sera présentable et joli le 9 octobre, donc ça c'est bon. Et puis après l'événement aussi, oui c'est un challenge parce que c'est 25 personnalités emblématiques de notre territoire qui ont accepté notre invitation à être sur scène, donc ça aussi c'est un sacré cadeau. Elles nous ont tout de suite dit oui je viens, voilà. Et puis la logistique quoi, d'accueillir 600 personnes, voilà, mais on est certain que tout se passera très bien. Et puis tous les acteurs même de l'ordre des protecteurs du terroir qui ont joué le jeu, quoi. On a des Patrick Agnolet, Alain Michel, enfin tous ces gens aussi qui seront mis en avant pendant la partie cocktail. Et après ça, au niveau des attentes, des objectifs du réseau Défendu, on a déjà des chiffres, c'est déjà acté ou on attend de voir comment ça va se passer? Alors, comme je vous disais, finalement, c'est un projet qui s'est créé comme ça au fur et à mesure et qui nous a un peu dépassés. Et je dis souvent, enfin moi, c'est ma perception qu'on a souvent des belles idées dans l'entrepreneuriat et que la seule réponse, c'est le marché. C'est voilà, de voir si en face, ça répond. Donc là, on se dit qu'apparemment, c'est le cas, donc c'est chouette. Et puis, les attentes, c'est que les gens soient séduits par les formats d'événements qu'on organise, qu'ils aient du succès.
Et puis que ce réseau, il s'inscrive dans le temps, parce qu'on est là pour durer longtemps et de devenir un standard, qu'on ait le réflexe, peut-être parfois, au lieu d'aller sur LinkedIn pour se connecter, de se dire, tiens, pourquoi je ne me connecterais pas avec cette personne que j'ai rencontrée à l'événement? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que le réseau des fondus en ligne soit la continuité de la rencontre physique. Et quand on rentre, par exemple, de la soirée de lancement, on peut aller se connecter avec les gens qu'on a rencontrés, peut-être sur le réseau des fondus au lieu d'aller sur LinkedIn, ou peu importe, les deux sont bien, mais voilà. Voilà, les objectifs, c'est d'avoir une communauté qui grandisse et qui fédère ce territoire. Ouais. Aujourd'hui, il est vraiment destiné à tout le monde, chef d'entreprise, autodidacte, indépendant, tout le monde peut s'y mettre? Tout le monde peut s'inscrire sur le réseau des fondus, c'est un réseau social, comme tous les réseaux sociaux. Et puis après, chacun s'y crée sa communauté en fonction de ses centres d'intérêt, ses affinités, son métier. Voilà, on sait très bien que, par exemple, l'artisanat, c'est des gens aussi qui fonctionnent un peu entre eux, mais pas que. Et on a vu aussi que c'est de cette diversité que naît la richesse. Cette soirée de lancement, elle en est la représentation, parce qu'on a 25 personnalités, mais alors totalement différentes. On a aussi bien des artisans que des artistes, que des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs du digital. Et en même temps, ils adorent se rencontrer. Et ils ont rarement des espaces et des occasions pour être ensemble, parce que souvent, les réseaux fonctionnent par secteur d'activité ou par public. Voilà. Mais écoutez, Claire Gadrois, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Bon courage, on vous Merci. souhaite plein de réussite pour ce superbe projet. Merci Restez avec nous encore 2 secondes parce que tout de suite, c'est la publicité. Juste derrière le JT, restez fidèles à 8 Mon Plan. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Bonjour, très heureuse de vous retrouver en direct sur la page Facebook de 8 Mont Blanc. Nous allons essayer de